Le 1er mars 2026 marque la 5e année, 6e jour depuis le début de l'invasion totale en Ukraine. Bienvenue à ce rapport de situation. Mais aujourd'hui, nous ne regardons pas vers l'Ukraine, aujourd'hui nous jetons un œil au Moyen-Orient. Nous allons voir ce qui s'est passé en Iran et bien sûr, nous allons également examiner les répercussions sur la Russie et la guerre en Ukraine. Dans la nuit de vendredi à samedi, à 1h15 locale, une opération militaire a commencé qui pourrait durablement changer l'équilibre stratégique au Moyen-Orient. Sous le nom d'opération Colère épique, les États-Unis ont lancé, en coordination avec Israël, des frappes de missiles et des attaques aériennes contre des cibles en Iran. D'après le CENTCOM, les frappes ciblaient des sites des gardiens de la révolution islamique, structures de commandement, systèmes de défense aérienne, bases de lancement de missiles et drones, et aérodromes militaires. L'objectif était d'éliminer les menaces immédiates et d'affaiblir délibérément l'architecture sécuritaire du régime iranien. Ont été publiés aussi des enregistrements de lancement de missiles, de décollage d'avions de chasse depuis des navires américains et des images de surveillance de cibles présumées touchées. Le président américain Donald Trump a parlé de grandes opérations de combat et a annoncé des mesures déterminées pour défendre les intérêts américains. Israël a confirmé ses frappes. Mais comment en est-on arrivé là ? L'opération a officiellement été justifiée par la nécessité de neutraliser des dangers imminents liés aux capacités iraniennes de missiles et de drones, sur fond de tirs continus. Tensions, conflits régionaux par procuration, attaques contre les intérêts américains et partenariats stratégiques entre Washington et Jérusalem. Ces derniers mois, la situation s'est aggravée. Cette opération marque un nouveau niveau d'escalade. Pour la première fois depuis longtemps, les États-Unis attaquaient ouvertement des infrastructures militaires iraniennes de façon visible et annoncée, non plus clandestinement ou indirectement. Ce qui s'est passé depuis ce moment, sur le plan militaire, diplomatique et stratégique, et comment la situation a évolué depuis, nous l'examinons aujourd'hui dans le rapport de situation. Aujourd'hui, les chaînes sont en fait presque exclusivement remplies de nouvelles concernant l'Iran. L'Ukraine passe un peu inaperçue aujourd'hui, donc je manque d'informations pour un bon rapport. Au-dessus de l'Irak, donc le pays voisin occidental de l'Iran, plusieurs missiles de croisière ont été filmés se dirigeant vers l'Iran. En Syrie, au-dessus de Daraa à l'emplacement de l'épingle bleue, des avions américains et israéliens ont été vus allant vers des zones de lancement à l'ouest de l'Iran. Mais Téhéran est devenu l'une des principales cibles de l'attaque aérienne. Dans la capitale iranienne, plusieurs attaques ont donc eu lieu. Israël a alors décrété l'état d'urgence car des frappes de représailles iraniennes étaient attendues. Lors des frappes aériennes mentionnées, le bâtiment des services de renseignement iraniens a été gravement touché et même détruit. Dans les conflits modernes, ce n'est pas la puissance de feu dans les premières heures qui est décisive, mais plutôt la supériorité informationnelle. Les services de renseignement analysent les situations, évaluent les données, gèrent la communication et transmettent des alertes aux unités militaires. Celui qui frappe à cette interface attaque directement le système nerveux et force l'ennemi à l'ignorance et à une capacité d'action limitée, car la capacité de réaction et l'évaluation de la situation sont massivement perturbées. Actuellement, il semble qu'Israël concentre son attention sur l'arsenal de missiles de l'Iran, comme on peut le voir ici lors d'une attaque israélienne contre un dépôt de missiles. Pendant que les États-Unis se concentrent sur le programme nucléaire et les postes clés du gouvernement. L'un des lieux de résidence de leur guide suprême a également été touché. Ici, on voit une vidéo amateur d'une femme qui se réjouit de cette frappe. Ah, il l'a eu! Merde! Lors de cette performance, nous avons vu quelque chose de très important. Lors de cette conférence, nous avons de nouveau montré un point de vue très important. L'une de ses propriétés a été complètement détruite. Voici l'image satellite correspondante. Il est d'ailleurs également décédé, ce qui a été confirmé par les médias d'État iraniens. De même, la mort d'Amir Hatami, un général-major et ancien ministre de la Défense de l'Iran, a été annoncée, mais il manque encore la confirmation de l'Iran. En revanche, la mort de l'ancien président du gouvernement iranien est confirmée. Il est aussi décédé lors des frappes aériennes d'hier. Selon les États-Unis, 45 autres dirigeants du régime auraient été neutralisés, mais tous n'ont pas été nommés. L'Iran a alors lancé des frappes de représailles. Ici, nous voyons une carte des premières attaques contre Israël. De même, la base navale américaine de Bahreïn a été la cible d'une attaque iranienne. Celle-ci a d'ailleurs également manqué sa cible, du moins cette roquette. Ici, on voit aussi un drone Shahed, également de fabrication iranienne, qui entre dans la même zone et touche aussi une cible. Des cibles à Dubaï, au Qatar et dans d'autres États du Golfe ont également été visées par l'Iran. Ici, nous voyons aussi une partie d'un missile balistique iranien qui s'écrase au-dessus de Doha. Ici, un hôtel à Dubaï a été touché, ainsi qu'ici, ici et encore ici.
Pourquoi ils ont spécifiquement attaqué des hôtels reste bien sûr incertain. Nous venons également de recevoir l'information que des installations de la Bundeswehr en Jordanie ont aussi été attaquées par l'Iran. On ne sait pas encore quelle est la situation sur place. Alors que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran et que l'Iran riposte maintenant, ils doivent pourtant faire face à un ennemi intérieur, qui semble bien plus puissant et proche qu'on ne le pense. Il s'agit bien sûr de leur propre peuple. À Téhéran, des policiers sont déployés pour empêcher les rassemblements d'insurgés, car de nombreuses personnes ne soutiennent plus ce régime depuis longtemps, mais s'y opposent. Ils veulent un changement de pouvoir, ils veulent retrouver l'ancienne Perse et ne pas vivre sous la servitude d'une famille dirigeante. Ils attendent cette attaque depuis longtemps et ils vont aussi en profiter autant que possible, car qui sait s'il y aura une seconde chance. Et comme en Russie, on sait ici aussi que son propre peuple peut représenter un danger bien plus grand que des centaines de corps de maréchaux. D'ailleurs, en 2013, Trump a annoncé qu'Obama allait attaquer l'Iran parce qu'il n'était pas capable de négocier suffisamment. Maintenant, c'est lui qui l'a fait et bien sûr, Internet n'oublie jamais. Je ne peux pas vous cacher cela. Mais quel est le rapport entre tout cela, la Russie et la guerre en Ukraine ? La Russie a en effet un partenariat stratégique avec l'Iran, en dehors de sa propre sphère d'influence. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Téhéran n'a pas été pour Moscou un allié symbolique, mais bien un allié pratique, notamment grâce à la livraison de drones et au soutien technique dans le domaine des systèmes sans pilote. Cette coopération a eu des répercussions militaires concrètes sur le champ de bataille. Mais à présent, lors d'attaques massives sur des cibles iraniennes, on voit la limite de la capacité d'action russe. À peu près comme à l'époque en Syrie ou avec n'importe quel autre allié de la Russie, lorsque la situation devient risquée, la Russie préfère simplement rester à l'écart. Moscou condamne certes les attaques sur le plan rhétorique, parle d'agression et de déstabilisation, mais au-delà de cela, tout reste silencieux. En fin de compte, la Russie fait ce que l'Europe fait la plupart du temps quand la situation devient critique. Aucune annonce de soutien militaire, aucun déploiement visible de force, aucune menace crédible, cela s'explique par plusieurs raisons. La Russie est engagée depuis 4 ans dans une guerre très intense en Ukraine. Le personnel, le matériel, les capacités industrielles, tout est sous pression. Un deuxième foyer de crise sérieux, dans lequel il faudrait intervenir activement, dépasserait tout simplement ses capacités. Il n'existe aucune alliance de défense formelle imposant une assistance entre Moscou et Téhéran. Leur partenariat est stratégique, mais non contraignant. Surtout, la Russie n'a pas la capacité d'aider militairement l'Iran efficacement à court terme. Même avec une volonté politique, des interventions directes seraient risquées et pourraient entraîner une escalade, forçant Moscou à la confrontation. La Russie ne peut guère le supporter. Un changement de gouvernement en Iran aurait de grandes conséquences sur la guerre en Ukraine. Si une direction à Téhéran devait donc modifier sa perspective en politique étrangère et, par exemple, ne plus adopter une attitude pro-russe, la coopération militaire avec la Russie pourrait être réduite ou même arrêtée. Cela concerne en particulier les livraisons de drones et le soutien technologique, dont la Russie a longtemps bénéficié grâce à l'aide iranienne. Au-delà de cela, ce serait une perte géopolitique, et ce ne serait qu'une parmi tant d'autres. Moscou perdrait l'un de ses derniers partenaires politiques majeurs, prêt à s'opposer à la pression occidentale. Un Iran instable ou réorienté pourrait adopter une attitude plus neutre ou définir ses propres priorités qui ne seraient en plus nécessairement alignées sur les intérêts russes. En résumé, la Russie ne peut plus vraiment aider son allié et un changement de pouvoir à Téhéran pourrait aussi affaiblir la position de Moscou dans la guerre en Ukraine. Nous avons ici, encore une fois, la crise ukrainienne. Je remercie tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'équipe Al Gore. Un remerciement particulier à l'Oberstleutnant Rennick, Cilia, Dietrich, Brett, Joe, Mayer, Hofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires, et à la prochaine mise à jour de la situation.